Bonjour Bertrand Scholler. Bonjour Stéphanie. Donc en partenariat avec Tribune Libre bien sûr et la chaîne YouTube Bertrand Scholler, nous allons parler de votre nouveau média que vous êtes en train de développer en équipe. Oui, exactement. Alors j'ai décidé il y a quelques semaines, finalement revenant des vacances d'été, que c'était véritablement une vocation en fait, ce que je faisais sur les réseaux sociaux en y passant énormément de temps depuis 1 an et demi. C'était plus quelque chose que je pouvais faire comme ça en dilettante, un peu entre amis, en se disant il faut qu'on ait un engagement parce qu'on a des messages à faire passer. Donc ce que j'avais essayé de faire depuis 1 an et demi en réunissant des gens, en réunissant des énergies, mais qui étaient toutes un peu disséminées et bénévoles. Et je me suis dit non, c'est pas suffisant. Et puis même pour moi, c'est plus du tout possible en fait. C'est pas tenable. C'est-à-dire que ça consomme tellement de temps dans ma vie, tellement d'énergie, que si ça ne devient pas une vraie activité professionnelle, eh ben, je vais dans un mur en fait. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, c'est pas possible. J'ai pas de fortune personnelle, j'ai pas de revenus qui arrivent comme ça du ciel. Au contraire, j'ai beaucoup investi toute ma vie sur les projets que j'avais, puisque pendant 10 ans, j'avais une galerie d'art, et ceux qui connaissent le monde de l'art contemporain savent qu'en fait, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus d'argent que ça n'en rapporte. Et donc j'ai toujours eu cette habitude de me sacrifier en fait pour des causes qui me paraissaient être supérieures. Et entre autres, une galerie d'art contemporain telle que je la conçois, c'est également un média. C'est-à-dire que c'est présenter des artistes qui ont des choses à dire, qui ont des engagements à partager, qui ont du fond, qui ont de la technique, et les mettre en musique pour attirer petit à petit à eux des collectionneurs, des médias et finalement des musées, et leur donner l'occasion de vivre de leur art, ce qui est particulièrement difficile, surtout pour les artistes engagés. Et en fait, c'est exactement la même chose dans les médias. Donc moi, cette galerie, en fait, c'était comme un média, et finalement, j'ai décidé, pendant la période du Covid, de me mettre en scène aussi, parce que j'avais plein de choses à dire, et je ne pouvais plus garder mon silence public comme j'avais fait toute ma vie, où ces convictions je les avais, puisque j'avais croisé tellement de monde, j'avais vu tellement de choses de l'intérieur, qu'évidemment j'étais pas naïf en fait, j'avais toujours ces convictions, mais je savais à quel point c'était dangereux, risqué et pénalisant de les exprimer. Et donc il a fallu longtemps pour que j'ai finalement cette forme de courage de plonger et m'exposer complètement. Mais pour le faire, on peut pas le faire seul. C'est impossible. Vous souhaiteriez donc rémunérer une petite équipe? Exactement. En plus. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont accepté pour quelques mois de s'engager pour faire naître le projet, mais qui ne peuvent pas y consacrer non plus leur vie. Donc c'est-à-dire que si le projet décolle, si on sent qu'il y a du soutien, on sent qu'il y a de l'envie, eh ben les choses vont se structurer autour d'une équipe qui va... mais tout à fait en ligne avec le droit français. Tout passe dans une société. C'est-à-dire, moi, je ne demande pas des dons pour moi, c'est des dons qui sont immédiatement sur le compte d'une société. Tout ça est totalement comptabilisé, vérifié, puisque l'idée, c'est de construire quelque chose qui va être durable. C'est pas du tout de faire une espèce de cavalerie pour profiter de l'émotion des gens, obtenir des sommes considérables, et puis après trouver toutes les ficelles possibles pour gagner encore plus et toujours plus sans rien donner ou en donnant le minimum en retour. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui me suivent depuis presque 2 ans maintenant sur les réseaux savent que je donne sans compter, j'ai jamais rien demandé en retour, sauf qu'à partir du moment où ça a des conséquences sur la vie de famille, que ça a des conséquences sur des gens qui veulent s'engager, et ils veulent pas s'engager pour devenir riches, ils veulent juste s'engager parce que ça leur semble être une cause intéressante. Et donc moi, évidemment, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est la direction dans laquelle on va. On sait que le média rapportera pas assez, donc on en parlera, je pense. On a d'autres idées avec de la vente de miel, avec de la vente de petites œuvres contemporaines accessibles, mais aussi des conférences, des dîners, débats, en fait, toutes choses qui permettent d'avoir un vrai contact, de bien penser avec sa tête, de la connecter avec son cœur,
et d'essayer de retrouver des choses simples, de manger une nourriture pour le corps et pour l'esprit qui soit vraiment bienfaisante. Donc, voilà. On peut dire que l'argent, c'est une énergie positive mise au service de la résistance, dans ce cas-là. Mais elle est indispensable, c'est-à-dire qu'on voit que toutes les personnes qui n'ont pas d'argent s'essoufflent. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Si vous prenez toutes les personnes qui ont essayé de résister au système, on leur a interdit l'accès à des salles de spectacle, on a interdit la diffusion, ou on a rendu difficile la diffusion de leurs films. On a essayé de critiquer avant même la parution tout ce qu'ils avaient à dire. Voire même, il y a un système d'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a plein de médias, y compris dans la résistance, qui vont se mettre à censurer toutes les personnes qui seraient trop clivantes ou qui auraient soit un langage de vérité qui les inquiète, soit même qu'ils considèrent comme des concurrents. Parce qu'il y a également de la concurrence. En fait, on voit bien que sur le marché, et je vais être très caricatural, de la débilité, de l'entre-soi, du superficiel, etc., il y a pléthore. Quand je dis pléthore, c'est vraiment pléthore. Et sur le marché de l'intelligence, du bon sens, de l'esprit critique, il n'y a rien en fait. Parce que c'est un marché qui est... Si vous voulez, j'aurais envie de dire, c'est comme les suspendus. C'est-à-dire que les gens qui résistent vraiment, ils sont complètement abandonnés par le système. Ils sont abandonnés au moment où ils ont le courage de résister, alors qu'ils pourraient tricher très facilement. Ils étaient souvent les meilleurs, les plus sérieux, les plus visionnaires. Ils ont essayé et en réalité, tout le monde les a oubliés. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, le 23 novembre, la loi sur la possibilité de ne pas être vacciné, la réintégration des suspendus, n'a toujours pas passé la navette du Sénat. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été promulguée. C'est-à-dire qu'il y a 225 jours ou 230 jours, le Parlement a voté donc pour réintégrer les soignants. Et cette loi n'a toujours pas été validée. Et en fait, elle le sera vraisemblablement jamais, pour une raison simple, c'est qu'ils attendent la prochaine crise. Et au moment de la prochaine crise, ils diront « Oh là là, par chance, on n'avait pas validé cette loi, regardez ce qui est en train de se passer. » Vous savez, en ce moment, en France, il y a une loi qui fait que si vous critiquez une solution médicale qui est à un moment donné celle qui est promulguée par la science, donc qui est censée être la vérité scientifique du moment, vous allez avoir une amende et vous allez peut-être être condamné à de la prison. C'est un projet de loi contre les dérives sectaires ? Ouais, et c'est une partie de ce projet de loi. Et donc il faut bien imaginer, parce que la loi est extraordinairement vicieuse, que si jamais, à un temps T, au moment où la loi est ce qu'elle est, où l'état de la science est ce qu'il est, vous vous exprimez d'une certaine manière, vous serez condamné dans 1 ou 2 ans de façon définitive, même si l'état de la science a changé. Et la logique derrière ça, c'est de se dire, ok, peut-être que vous aviez raison, mais vous n'avez pas le droit de contrevenir avec la loi. Et on est obligé de vous condamner. Parce que si on ne vous condamne pas, peut-être que la prochaine fois, quelqu'un va contrevenir à la loi, puisque on n'est pas capable de condamner les gens qui contreviennent à la loi. Donc on doit être exemplaire et la loi doit s'appliquer. Donc on rentre dans un nouveau monde de lois illégales. On rentre dans un monde de lois illégales. Alors il n'est pas nouveau en fait, c'est un monde qui existe depuis longtemps. En ce moment, tout Internet bruisse de plein d'affaires qui peuvent naître grâce à la loi Schiappa. C'est-à-dire, il y a une loi qui s'appelle la loi Schiappa pour protéger contre le harcèlement. Et cette loi, les gens qui ont suivi le dossier disent, comme beaucoup de lois, elle a été créée sur un espèce de feu d'artifice de false flag. C'est-à-dire que subitement, dans les médias, on s'est mis à ne parler que d'enfants, de jeunes qui étaient harcelés pour leur volonté de changer de genre ou pour leur religion. C'était d'un seul coup, tous les médias en parlaient. Comme il y a quelques mois, ils parlaient tous des punaises de lit. Comme il y a quelques mois, ils parlaient tous. Donc en même temps, ils parlaient tous de ça.
Et parlant de ça, il y a cette loi qui est passée en disant il faut qu'on ait une loi qui protège sur Internet tous les jeunes, tous ces gens qui sont harcelés, et ils sont tellement harcelés qu'ils ont envie de se suicider. Et que certains passent à l'acte, ou que ça détruit leur vie. Et donc c'est la même chose qui s'est passée pratiquement dans le monde entier, aux États-Unis. Et subitement, on se rend compte qu'en fait, cette loi ne protège que les riches et puissants qui ont des choses à cacher. Parce que quand vous êtes riche et puissant et que vous avez fait des choses mal, eh ben la personne que vous avez violée ou que vous avez violentée ou que, en fait, elle n'a pas facilement accès à la justice et elle sait qu'elle va se heurter à un mur et puis prendre un avocat, prendre un machin, ça va pas fonctionner. Et donc le parquet va classer en disant non mais elle avait l'air plutôt conciliante, elle avait l'air volontaire et puis elle avait plutôt plus que 15 ans. Enfin bref. Et si vous allez publiquement en vous disant bah je vais pas me faire justice moi-même, mais je vais me libérer de ce poids. C'est-à-dire que cette personne qui m'a fait ce mal, je vais m'en libérer. Alors là, d'un seul coup, le MeToo n'existe plus, parce qu'il y a quelque temps, il fallait être MeToo. Donc il fallait. Et là, c'était bien. Et là, subitement, aujourd'hui, c'est devenu mal. C'est devenu, grâce à la loi, ce qu'il n'y a pas tellement mal, que même si vous dites la vérité, vous risquez d'être condamné. C'est terrible. C'est-à-dire que on a Booba qui est attaqué, pas pour diffamation, puisqu'il n'a pas menti, il s'avère qu'il avait raison. Il est attaqué pour harcèlement. On a Zoé qui est attaquée pour harcèlement. On a dans l'affaire Coé. C'est l'inversion accusatoire. Exactement. Toujours la même technique. C'est le terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a un terrorisme intellectuel dans les médias. On a une loi qui est faite pour terroriser intellectuellement les gens. Mais c'est pareil avec Elon Musk. C'est-à-dire que les lois de l'Union européenne et la pression de l'Union européenne, en réalité, elles visent essentiellement Elon Musk. On avait cette discussion tous les deux tout à l'heure en prenant un café. C'est vrai que dans TikTok, il y a énormément de messages, des millions de messages. Mais TikTok, c'est un espèce de super fast-food à information et on sent que c'est comme un torrent d'informations. Et donc, quand on a un torrent d'informations qui tombe sur un caillou, ben, il lave le caillou. Mais le proverbe chinois sur l'eau dit « Vous prenez 10 litres d'eau, vous les faites tomber sur un galet d'un coup, le galet est propre. Mais maintenant, vous prenez un goutte à goutte de vos 10 litres d'eau qui vont tomber goutte à goutte. Eh ben, vous allez peut-être réussir à faire une encoche, on sait tous, hein, en bas d'une cascade, il n'y a qu'à regarder l'eau, les galets sont très arrondis, etc. Mais sous un goutte à goutte, en fait, ça va prendre une forme, le rocher. C'est le principe d'une torture chinoise. Exactement, qui crée un trou dans la peau. Exactement. Et donc, nous, en fait, la différence de X par rapport à TikTok, et c'est pour ça que TikTok est moins visé que X, c'est qu'on réussit chaque jour à développer des arguments plus longs, à développer plein de choses sur des sujets, jusqu'à ce que ça rentre, entre guillemets. Mais parce que il y a des gens qui le font avec humour, il y a des gens qui passent du temps, et tout ça se structure avec des mots-clés, etc. Et c'est pas un flux incessant d'informations. Je dis pas qu'il faut pas les deux, justement, c'est complémentaire entre Telegram, X, TikTok. Alors bon, tout ce qui est Facebook, Instagram, tout ça, c'est perdu véritablement pour la cause. YouTube, on sent que les algorithmes sont véritablement faits pour éviter que tout ce qui pourrait fâcher soit visible. On voit bien, moi, ma fréquentation, elle a été divisée par pas mal de fois. Alors je peux me remettre en question en me disant mais pourquoi? Et il y a plein de réponses à ça. Mais le choix, ça a été d'être comme dans une discussion à l'écran, comme si on était ensemble, et pas des montages, une stratégie, comment plaire, comment... En fait, c'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire qu'il faut parler avec son cœur, il faut parler aux gens droit dans les yeux, sans essayer de corrompre ou de manipuler. Moi, je suis un consultant en stratégie. Alors franchement, s'il y a quelqu'un qui peut faire ça et qui maîtrise tous les outils, c'est bien moi. Et donc, je m'astreins justement de pas le faire. En tout cas, pas pour moi. Si quelqu'un me demande de l'aider, de lui donner des conseils, je vais lui donner. Mais je me refuse de les appliquer parce que j'ai l'impression que ce serait pas totalement sincère.
et vu parfois la violence de ce que je dis, j'ai vraiment envie que ça vienne de mon cœur, parce que si j'ai des conséquences auxquelles je dois faire face par rapport à ce que j'ai dit ou fait, autant que ce soit véritablement les miennes, et pas que ça ait été le fruit d'une espèce de construction intellectuelle dans laquelle je me suis laissé entraîner pour faire plus de quick, de retweet, de machin, etc. Donc ce média, c'est vraiment, l'idée c'est d'un média librement. Et c'est pour ça qu'on veut aller de plus en plus avec l'équipe sur le terrain, à la rencontre des gens, dans le monde réel. Mais quand je parle, je veux que la personne ait l'impression qu'elle parle. Enfin, malheureusement, elle va pas pouvoir interagir, mais on est vraiment dans un dialogue. L'idée, c'est pas d'être une version complotiste de TPMP où on essaye de trouver des formules, etc. Et en réalité, on fait exactement le même travail de destruction de l'intelligence et du corps et du cœur. Moi, il y a malheureusement, et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, je n'ai aucun média dans lequel je me retrouve. C'est-à-dire qu'ils essaient tous d'être exactement la copie conforme des formules qui ont marché à la télévision et qui nous ont détruites. Donc c'est le journal télé avec des insertions et on essaye de multiplier le nombre de gens et d'invités qui auront envie de faire le succès du journal télé. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis qu'on sait où ça nous mène. On sait exactement où ça nous mène. C'est-à-dire qu'on n'essaie plus de parler avec le cœur, on essaie de parler avec une forme d'intelligence, on essaie exactement d'utiliser les mêmes arguments et les mêmes méthodes que celles qu'on a combattues. De la même manière que je vois, moi j'essaie d'obtenir de l'aide financière, mais je le fais avec mes mots, avec mon cœur, sans essayer d'utiliser l'entre-soi, de toucher la fibre émotionnelle ou sensible des gens, leur comportement grégaire, leur haine de l'autre, en disant grâce à moi, je suis le raciste de service et ne vous inquiétez pas, je porterai la parole des gens qui combattront l'invasion des hordes arabes, etc., etc. Et pourtant, vous savez à quel point je suis patriote. Mais moi, patriote, ça veut pas dire que je déteste les gens qui habitent dans les banlieues. Ça veut pas dire que je suis pour Israël et contre la Russie et pour l'Ukraine. Patriote, ça veut dire que je parle et j'essaie d'agir avec honneur. J'essaie de le faire avec droiture. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, ou en tout cas ma propre vérité, celle avec laquelle je suis complètement à l'aise. Les informations qui arrivent, les images qui arrivent, j'essaie de les digérer et de les retranscrire en montrant pourquoi elles sont importantes. Par exemple, ce matin, j'entendais un négociateur de la paix entre l'Égypte et Israël qui disait à quel point il avait regretté d'avoir utilisé toute sa crédibilité qu'il avait gagnée pendant toute sa vie auprès des autorités égyptiennes et du peuple égyptien, parce qu'il était quelqu'un de reconnu et fiable, et en fait il l'avait mis au service d'Israël, qui avait abusé entre guillemets de ça pour faire ce qui se passe en ce moment. Et il disait, mais j'ai vraiment été coupable en fait, j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie. On a baissé les armes face à un peuple en fait qui n'a jamais voulu la paix et qui n'a jamais voulu autre chose que la conquête. Alors c'est dur d'entendre ça. Quand vous dites un peuple, vous parlez plutôt peut-être des dirigeants, parce qu'une partie du peuple israélien s'élève contre les exactions. Oui, mais évidemment, mais malheureusement, et c'est exactement ce qui nous arrive à nous, c'est que quand on regarde les choses, on voit, hier je mets un post où il y a un colon qui passe sur des Israéliens en voiture et qui les écrase parce qu'il n'est pas content qu'ils fassent une manifestation contre le gouvernement. Il y a malheureusement la même chose qui se passe contre la Palestine. C'est-à-dire qu'on nous fait dire à nous tous, Européens, Occidentaux, qu'en réalité, la Palestine et le Hamas, c'est le même panier. Ils ont voté pour eux et c'est le même panier. Et donc là, on a une logique qui est de dire ça. Et là, c'est acceptable. Mais il faudrait un double standard pour dire que quand ça concerne
Israël, oh non, il faut prendre beaucoup plus de pincettes, monsieur, il faudrait bien se séparer, parce qu'en Israël, il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des musulmans, il y a des européens, il y a des russes, il y a des... Mais tout ça, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai. Mais si, d'un seul coup, parce qu'on parle d'Israël, il faut prendre 3 jours pour bien préciser et pour éviter de dire quelque chose qui pourrait choquer. Mais en fait, le débat, il est mort. Parce qu'on voit bien dans les émissions de télé, les journalistes qui essayent courageusement de dire à un porte-parole de Tsahal, écoutez, ce que vous nous dites, en fait, c'est que vous faites exactement la même chose que le Hamas, qu'Israël fait exactement le même terrorisme. Punition collective, bombardement des populations civiles, blocus, etc. Vous dites, eux, ils font bouclier humain, mais vous faites bouclier inhumain. Mais qu'est-ce qui se passe? Il interrompt l'émission parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui veut pas parler. Parce que évidemment, il essaie de prendre des pincettes, donc lui fait les choses avec froideur, le journaliste met en face. On a quelqu'un qui va essayer de faire tous ces éléments de langage censurés, qui sont inversion accusatoire, double langage, double standard. Eh ben, le lendemain, la direction de TV5 Monde, puisque c'est de cette émission dont je parle, et on mettra le lien dans la description de la vidéo, fait un communiqué et se désolidarise complètement de son journaliste. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'Elon Musk, par exemple, il fait un tweet où quelqu'un critique Israël. Et il dit, tout ça c'est vrai. Il dit juste true. C'est la vérité. Comme commentaire du tweet. Immédiatement, il est accusé d'antisémitisme, de tout. Et il est obligé de venir en arrière en disant, il n'y a pas moins antisémite que moi, il n'y a pas. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité également pour moi, évidemment. Et oui, pour des milliers de raisons que je vais même pas, je trouve complètement anormal d'avoir à justifier de ça. Ce serait indécent. Mais oui, c'est indécent. Mais Elon Musk, il lui arrive pas que ça. En parallèle avec ce petit moment où il essaye juste d'ouvrir un peu le débat, de dire non mais arrêtez, c'est quoi cette espèce de conformisme à dire ils ont le droit de se défendre, il y a des dizaines de milliers de morts, il y a un blocus, les enfants ils doivent être opérés et les parents évidemment amputés. Vous imaginez, sans anesthésion. Non mais... En plus, on pourrait dire que ce qui se passe avec Tsahal et puis Netanyahou, ça va retomber sur le peuple juif une fois de plus, finalement. Exactement. C'est eux qui vont en pâtir. Mais exactement. Parce que ça stimule et ça surexcite l'antisémitisme, mais on ne peut... le vrai, quoi. Exactement. Mais donc ça, c'est si vous prenez, contre-productif, si vous prenez mes tweets depuis le 7 octobre, depuis le 7 octobre, immédiatement. Et après, ça devient désespérant. Le 7, j'ai dit, attention, c'est une avalanche de pièges. Cet événement du 7 octobre, c'est manifestement un piège. Et là, maintenant, tout le monde commence à comprendre que ça n'a aucun sens. Mais c'était visible directement. Je vais pas détailler maintenant, parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur ma série de vidéos, dont la vidéo 78. Mais un piège. Le piège de la violence et des bombardements immédiats, c'est un autre piège, exactement celui que vous décrivez. Mais aussi le piège de l'absence d'étudier les faits. Quand, 4 jours après le début de son opération épée de fer, Netanyahou est obligé d'admettre que l'Égypte et le ministre de la Défense égyptien l'avaient bien prévenu. Qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Il a nié pendant 4 jours, et 4 jours après, alors qu'il y a déjà des milliers de morts, d'immeubles détruits, etc., il dit oui, c'est vrai, mais c'est pas le moment d'en parler, on en parlera quand la guerre sera finie. C'est-à-dire qu'il dit que ce qui justifie la guerre, eh ben, on l'enquêtera après. Et juste à ce moment-là, Wikileaks, je rappelle que Julian Assange est toujours en prison dans l'indifférence générale. Les lanceurs d'alerte, les gens qui se battent pour dire ce qui se passe loin de nos yeux, dans les arcades du pouvoir, sort un document qui fait une 30aine de pages et qui décrit exactement ce qui est en train de se passer.
exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va falloir créer les conditions d'un attentat qui va être tellement choquant que. Je rappelle qu'aujourd'hui, les enquêtes de police, tout ce qui se passe, confirment que la plus grande partie des personnes qui sont mortes le 7 octobre et qui ont été comptées dans la liste des morts l'ont été sous des coups de feu amis, donc les coups de feu et les envois de missiles par des hélicoptères Apache de l'armée israélienne, mais ils avaient compté également plus de 200 terroristes du Hamas dedans. Et je sais que ça choque quand je dis terroristes du Hamas, mais c'était des terroristes. Évidemment, quand on s'attaque à des populations civiles, on est des terroristes. Mais moi, ce que je pense, c'est comme beaucoup de terroristes, comme le 11 septembre, comme énormément de terroristes, il y a des gens derrière qui les poussent et qui les activent. Les terroristes du Hamas, est-ce qu'ils agissent sous Captagon comme les terroristes du Bataclan, par exemple? Écoute, moi j'ai l'impression que cet événement, il a très peu de sens. Comment 2000 personnes ont pu sortir de la bande de Gaza avec les murs, les no man's land, les hélicoptères. Dans les kibboutz, tout le monde a fait 3 ans de service. Les femmes, les hommes, ils ont des armes au poing, des mitraillettes, des abris, des machins, etc. Enfin, on n'est pas... c'est pas une bergerie, Israël. Hein. C'est pas un endroit où il y a des moutons qui attendent de se laisser faire. Enfin, on voit à longueur d'année des images où des Palestiniens se révoltent, essaient de faire quelque chose. Avant qu'ils aient fait 3 pas, ils ont 100 balles qui ont traversé tout leur corps. Et là, subitement, il faudrait croire que tout Israël était en train de regarder Candle in the Night à la télé et pendant des heures, des otages ont été pris, ont été amenés dans Gaza sans que personne réagisse véritablement. Et quand ils ont réagi, voilà, on a pas mal d'images qui sortent de témoignages de rescapés et de témoignages aussi d'otages libérés, parce qu'il y a eu quelques otages qui ont été libérés et qui racontent une toute autre version. Mais bizarrement, on n'en entend pas parler. Je vous rappelle qu'il y a plus d'une 50aine de Français qui ont pu quitter Gaza. On ne les a jamais entendus à la télé pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. Il n'y a aucun plateau de télé qui a interviewé les Français qui ont été rapatriés de Gaza. Alors que si vous allez sur les médias russes, il y a déjà 2 avions qui sont partis d'Égypte avec plus de 250 Russes qui vivaient à Gaza. Et là, les télés les font parler. Ce qui fait que Poutine s'est exprimé en disant ce qui se passe à Gaza, c'est la conscience de l'humanité qui est en train d'être détruite. Il le dit. Les Chinois maintenant, l'ambassadeur chinois, puisqu'en ce moment, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU a interrompu plusieurs fois l'ambassadeur d'Israël quand il s'exprimait en lui demandant plus de décence dans sa manière de parler, plus d'honnêteté intellectuelle. Vous imaginez un ambassadeur chinois qui appelle son alter ego israélien qui porte une étoile jaune sur la poitrine. Mais que vient faire l'Holocauste là? Quand on sait ce qui s'est passé ou quand on commence à comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais c'est abominable de comparer l'Holocauste, qui est un crime contre l'humanité abominable dont on souffre tous parce qu'on a été silencieux, et dire que le 7 octobre, quelque chose dont personne ne veut enquêter, dont personne ne veut comprendre ce qui s'est passé, là ce serait comparable. Mais tous les juifs du monde devraient dire à cet ambassadeur de se cacher et dire à quel point ils ont honte de la manière avec laquelle ils se comportent. Mais c'est vraiment important. Et c'est pour ça que malheureusement, on n'entend pas toutes ces voix. On a évidemment, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, il faut surtout pas faire l'amalgame. Et je fais pas l'amalgame. Mais il y a un gouvernement qui parle au nom d'un peuple, parce que c'est comme ça que ça se passe, d'un peuple qui a été victime. Et c'est comme ça que c'est présenté. Et la presse est aux ordres comme elle l'était en 40. Et la presse, elle est exactement, on peut pas dire qu'elle est aux ordres. On a vu Pascal Praud, dans une émission, il y a quelques années, dire, un de ses chroniqueurs, arrête de parler comme ça,
les Palestiniens, et lui, là pour le coup, il parle des Palestiniens en bloc, ils n'ont qu'une envie, c'est de détruire Israël, et d'ailleurs, c'est écrit dans leur texte. Alors d'abord... Il a peut-être revu sa position depuis? Non, il semblerait que, à regarder les plateaux de CNews, où il a quand même invité Enrico Macias pour expliquer qu'il faudrait tous les buter, il n'a pas vraiment pris position. Au contraire, il trouvait ça très amusant de dire qu'il fallait buter tous les Palestiniens. Et quand on entend le ministre en charge du patrimoine ou différents ministres expliquer, le ministre de la Défense, que c'est moins que des animaux, qu'il faut les priver de tout, qu'il faut... Enfin, vous imaginez le niveau d'humanité. Mais c'est une humanité qui est industrialisée. Et donc la presse, en fait, au lieu de se faire écho de ça, elle va passer son temps à vous dire « Mais qu'est-ce que vous avez à dire du 7 octobre ?» Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire du 7 octobre. Le 7 octobre, évidemment, c'est un drame humain. Ça a été commis par des terroristes. Est-ce que c'est des terroristes du Hamas? Est-ce que c'est des... Peu importe, les gens qui ont fait ça sont des terroristes. Et effectivement, s'il y a eu des morts sous le feu des canons de l'armée israélienne, c'est la conséquence de cette attaque. Donc je suis, entre guillemets, d'accord d'une certaine manière pour dire qu'il y a eu énormément de morts. Mais je dis aussi que toutes les circonstances dans lesquelles ça s'est passé ne sont pas possibles sans complicité. Et je voudrais savoir qui est complice de ça. Je voudrais savoir qui, in fine, est responsable de cette attaque terroriste. Qui a souhaité cette attaque terroriste? Qui l'a voulu? Qui l'a organisée? Qui a fait semblant de ne pas être au courant qu'elle était en train d'avoir lieu? On peut dire que tous ceux qui ont soutenu l'existence du Hamas sont complices de ce qui s'est passé. Exactement. Et comme on trouve d'énormes liens entre le Hamas et les États-Unis, entre le Hamas et Netanyahou, enfin, il y a des dizaines de vidéos, et qui ne sont pas des vidéos volées, où on voit comment Netanyahou explique à quel point le Hamas est rentable. Et on voit d'ailleurs très bien que cette espèce de division entre les Palestiniens et cette manière avec laquelle tous les jours maintenant les médias nous parlent de ces Palestiniens richissimes, de leur famille, toujours pareil, la même division. Kadhafi était richissime, il détestait son peuple. Bah, les gens qui connaissent la Libye savent que c'était l'inverse. Saddam Hussein, pareil. Milosevic, pareil. Et à la fin, invariablement, quand le tribunal a lieu, le procès a lieu sérieusement, la Cour pénale internationale, il était mort, Milosevic, mais elle a quand même conclu que tout ce qu'on avait raconté sur lui et les raisons pour lesquelles il avait été accusé étaient fausses. Que c'était pas lui qui était responsable, c'était d'autres personnes que Milosevic avait d'ailleurs combattu. C'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient pilotées, encore une fois, par l'Occident pour créer les conditions de ces guerres. Mais personne n'en parle. Il n'y a jamais de réhabilitation. Il n'y a pas de réhabilitation dans les médias de Kadhafi. Kadhafi, en fait, il était redevenu acceptable quand il a déversé des millions partout. Il était invité par Obama, il était invité par Sarkozy, il était invité dans le monde entier. Ah, c'était un mec sympa, il allait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis d'un seul coup, il voulait créer une monnaie, il voulait aider l'Afrique, une monnaie qui soit indépendante du franc CFA et là. Et alors là, on lui a trouvé toutes les exactions et on a même trouvé quelqu'un qui a donné l'occasion à BHL de dire dans les médias et d'entraîner dans son sillage beaucoup de monde, il y a des massacres, c'est horrible, c'est horrible. Et malheureusement, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 2 pays qui se sont abstenus, alors qu'elles avaient, et c'était la Russie sous Medvedev et la Chine sous Hu Jintao, qui ont dit, ayons confiance à nouveau. Un peu comme ce que disaient tout à l'heure l'Égyptien dont je vous ai parlé, ayons confiance. Ils vont pas outrepasser leur mandat, les Anglais, les Français et les Américains. Et ben c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont outrepassé leur mandat. Le mandat des Nations Unies, c'était de dire il faut protéger les populations civiles. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il n'y a pas eu de veto des Russes et des Chinois pour ce mandat protéger les populations civiles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé toutes les infrastructures de la Libye et ils sont partis en chasse de Kadhafi. Alors qu'en réalité, on s'est rendu compte et on a su après que les pseudo-génocides qui étaient censés avoir lieu, en fait, ils n'avaient jamais eu lieu.
C'est le même mensonge que les bébés dans les couveuses Exactement. au Koweït, que l'anthrax, que les armes de destruction massive, etc. C'est toujours sur la base de mensonges soutenus par la presse. Exactement. Et pas que la presse. Parce que les mensonges du bébé couveuse, quand on tire la ficelle, on voit qu'il y a des groupes de communication énormes qui sont très liés au pouvoir politique et qui vont dépenser des millions. Parce qu'en fait, ces affaires, elles ne deviennent pas aussi grosses. Cette jeune fille qui, en fait, était la fille d'un ambassadeur du Koweït. C'est-à-dire qu'ils sont même pas allés chercher une inconnue. Non, en la payant très cher pour mentir, Ouais. non, ils ont pris quelqu'un du sérail. Et ils ont pris quelqu'un du sérail. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire, qui n'a pas pleuré? Qui s'est pas dit, mais c'est horrible, c'est quoi cette armée de barbares qui fait ça? Alors qu'évidemment, ils l'ont jamais fait. Et la réalité de cette guerre, c'était purement, depuis des années, Saddam Hussein disait aux Koweïtiens, arrêtez de nous piquer notre pétrole. Il était allé aux Nations Unies pour l'expliquer que le Koweït prenait du pétrole en Irak parce que la technologie de forage et d'exploitation pétrolière du Koweït était bien plus avancée et donc ils faisaient des forages horizontaux qui leur permettaient d'aller chercher loin à l'intérieur de l'Irak. Et l'Irak disait, ça suffit, parce qu'il y a des règles pour l'exploitation. Et d'ailleurs, au large de Gaza, il y a énormément de gaz. Et si on prend les frontières de 1967, il y en a encore plus. Et est-ce que le gaz fait partie des choses? Puisque, bizarrement, au cours des dernières années, il y a des nouveaux contrats d'exploration, etc., qui ont été signés par Israël en ne tenant pas compte de l'intérêt des Palestiniens. Et finalement, l'Europe, l'Union européenne, elle est vachement intéressée par ce gaz. Parce que je vous rappelle qu'avec les sanctions contre la Russie, les difficultés d'obtenir tout ça, s'il pouvait y avoir un petit gazoduc sympa qui passe d'Israël à la Turquie et qui arrive à l'Europe et qui prend du gaz de très bonne qualité de Méditerranée vendu par notre super allié Israël. Ce serait le cas si Israël avait ses frontières qui allaient de l'Euphrate jusqu'au Nil? Bien sûr. Mais pourquoi les Américains ils continuent à contrôler la zone pétrolière justement de l'Euphrate en Syrie? Le Golan, c'est pour l'eau. La zone que contrôlent les Américains en Syrie contre toute loi internationale, c'est les domaines agricoles et le pétrole. Et où va ce pétrole? Il passe par la Turquie, alors il y a aussi le pétrole azéri, parce que Erdogan, il a beau jeu de calmer les Turcs. Mais quel est le pays qui fait le plus de business avec Israël? C'est la Turquie. Par où passe le pétrole qui arrive en Israël? L'essentiel du pétrole qui passe en Israël, c'est la Turquie. Le grand partenaire pétrolier d'Israël, c'est l'Azerbaïdjan. On sait que depuis que l'Azerbaïdjan a été créé, Israël a été très impliqué en Azerbaïdjan. Pourquoi ça les intéresse? Parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est montagneux et qui surplombe l'Iran. Donc en fait, l'Azerbaïdjan, c'est un super pays d'où espionner l'Iran, un super pays d'où pilonner éventuellement l'Iran. Pourquoi l'Iran voit d'un très mauvais œil que le pays chrétien qui s'appelle l'Arménie soit dépecé petit à petit et que le Premier ministre soit un Premier ministre Soros, puisque c'est une révolution Soros. Oui, qu'est-ce qui se passe en réalité en Azerbaïdjan aujourd'hui, en Arménie aujourd'hui? C'est que dans la foulée d'avoir perdu le Haut-Karabakh, il y avait USAID, Alexandra Powell, et tous ces gens, ils posaient devant des drapeaux LGBT+. Vous imaginez? En Arménie. L'Arménie venait, premier pays catholique de l'histoire, premier pays chrétien, pas catholique, premier pays chrétien de l'histoire. Ils sont plutôt orthodoxes. Doit accepter un nettoyage ethnique d'un grand territoire qui est son territoire ethnique, le Haut-Karabakh, puisqu'en 2 jours, il y a 150 000 personnes qui ont dû tout quitter. Tout quitter. Ça s'est passé il y a quelques mois. Dans l'indifférence générale. Les sites religieux les plus anciens de la chrétienté arménienne. Eh ben, dans la foulée, ils annoncent une défiance complète vis-à-vis du partenaire historique et ami russe, une allégeance complète à la France et aux États-Unis qui les ont embarqués dans cette galère. Et l'Iran,
et la Russie qui essayait de trouver un moyen intelligent, parce qu'il y avait plein de moyens intelligents de régler ces problèmes territoriaux. Parce qu'en réalité, les gens disent, mais oui, mais regardez, le Karabakh, c'était pas connecté à l'Arménie, après tout, c'est pas grave. Mais attendez, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas connecté à la France, la Réunion, c'est pas connecté à la France, la Guyane, c'est pas connecté à la France. On est bien content d'avoir tout ce que ça nous apporte, Kourou, éventuellement du pétrole, du gaz, etc. C'est quoi ces conneries qu'il faudrait que tout soit connecté à tout? La Corse, c'est pas connecté à la France. Donc, si dans cette région vivent essentiellement des gens qui se revendiquent comme arméniens, ça pose aucun problème que ce soit entouré par les Azerbaïdjanais. Alors, évidemment, dans l'histoire, on voit... Mais en réalité, c'est un espèce de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que si on autorise ça à se passer là, en fait, on va l'autoriser partout. À Gaza, en Cisjordanie, partout, partout, partout. C'est-à-dire que chacun va pouvoir s'attribuer les choses. Moi, j'ai souvent des débats sur l'Ukraine, en disant, mais pourquoi Poutine a fait cette guerre alors qu'on sait tous que la guerre, c'est une très mauvaise idée, et cette invasion. Alors, petit 1, il n'y a aucune invasion. Le peuple de Crimée s'est exprimé dans une très grande majorité pour rejoindre. C'est quand même... les peuples ont le droit de s'exprimer et de dire ce qu'ils veulent. Dans un référendum. Dans un référendum. C'est quand même la voix du peuple dans notre société. Elle prime la voix de personnes qui sont très éloignées et qui n'ont pas d'avis sur la question. Donc dans une démocratie digne de ce nom. Oui, parce que nous, on accepte ça au Kosovo, on a accepté ça en Yougoslavie, mais il ne faudrait pas l'accepter en Ukraine. Donc ça, c'est très bizarre. Dans le Donbass, une guerre qui date depuis 2014. Je vous rappelle quand même que même l'OSCE disait, il y a une recrudescence terrible des bombardements. Il y avait 500 000 soldats ukrainiens qui commençaient à s'approcher de plus en plus. Donc on n'était plus du tout dans une guerre de tranchées. Là, on allait rentrer dans une guerre beaucoup plus totale. Et quel a été le calcul des Russes? Les Russes se sont dit, on ne pourra malheureusement pas y échapper. Aucun pays occidental a envie de faire en sorte que les accords de Minsk soient respectés. Et on voit bien, puisque depuis, il y a eu beaucoup de fuites, il y a eu des interviews pièges de Merkel, Hollande, etc. On sait tout ce qu'ils avaient en tête. Mais Poutine, il a fait exactement, malheureusement, la seule chose qu'il pouvait faire. C'est qu'il a attaqué en premier. Et franchement, je pense qu'il pensait que ça irait beaucoup plus vite, puisque en mars, il y avait quasiment les conditions de la paix. Et donc, ils ont retiré leurs armées, etc. Après avoir perdu beaucoup d'hommes, parce qu'ils attaquaient d'une manière où c'était pas une attaque comme Israël sur Gaza avec des milliers de bombes, et une fois qu'on a tout mis à plat, on commence à envoyer des chars et éventuellement des hommes. Là, les Russes, ils ont quand même avancé sans utiliser l'aviation pour tout bombarder, pour tout détruire, tout mettre à plat, comme ça a été le cas en Irak, comme ça a été le cas en Yougoslavie, comme ça a été le cas à chaque fois que l'OTAN a fait des guerres. Mais regardez ce qui s'est passé avec le 7 octobre. Donc, il y a cet attentat terroriste abominable. Il y a des victimes, il y a des otages. C'est impardonnable, c'est abominable. La question, c'est pourquoi c'est eu lieu, qui. Il y a des gens qui disent, mais c'est normal, c'était la résistance du Hamas et tout. Moi, je pense que c'est jamais normal de s'en prendre aux civils. Point barre. Il n'y a aucune... Pardon, que le Hamas, c'est une création au même titre que Daesh est une création américaine? Oui, 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 oui. Ça a été créé, encouragé, etc. Je dis pas... c'est financé. Toutes ces armes, ça représente des sommes. Bien sûr. Et puis comment elles passent par là, alors qu'il y a tellement d'agents secrets infiltrés, etc. On sent qu'il y a cette volonté de laisser passer suffisamment d'armes pour dire, regardez, ils nous ont envoyé plein d'obus, plein de missiles. Enfin, tout ça, c'est comme un film, c'est scénarisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont scénarisé d'être les victimes de ça. C'est horrible de le dire, mais je pense que le bon sens impose de regarder les choses avec autant de froideur. Évidemment, c'est quasiment impossible à prouver, mais on peut se poser cette question de bon sens. Comment tout ça est possible? Comment de telles armes peuvent arriver alors qu'il suffit, moi j'ai des amis qui ont participé à des convois humanitaires et qui disent, mais jusqu'au cachet d'aspirine, c'est vérifié dans les camions. Il y a 50 intervenants qui vérifient. Pourquoi le portail de Rafah n'était pas ouvert totalement? Parce qu'Israël voulait avoir le contrôle et l'assurance de ce qui se passait
et de ce qui allait passer. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des tentatives de faire passer des choses, c'était bombardé. Rafah a été bombardé des dizaines de fois. Donc, on arrête de dire que l'Égypte ne laissait pas passer les choses. C'est totalement faux. C'est pas la vérité. L'Égypte n'avait pas le droit de faire passer le moindre camion et le moindre convoi humanitaire sans l'autorisation d'Israël, qui ne donnait son autorisation que si elle avait vérifié jusqu'au contenu des réservoirs d'essence des camions, pour éviter qu'ils soient pompés une fois arrivés là-bas, ou que ceci ou que cela. C'est ça la vérité. Mais juste pour revenir, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Le 7 octobre, il y a cet attentat terroriste qui a lieu. Des victimes, des otages. Et tout de suite, des bombardements. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de pays qui veulent réagir, qui disent non mais c'est pas possible, c'est pas une guerre, c'est un massacre. Gaza n'a pas d'armée. Alors, ils avaient beau jeu de dire il y a une aviation, parce qu'il y avait eu 2 deltaplanes. Il y a une marine, parce qu'il y a eu 1 ou 2 hors-bord dans lesquels... vous voyez, c'était les éléments de langage pour dire ils ont une aviation, ils ont une marine, ils ont une infanterie, ils ont des véhicules avec des fusées. Qui croit ça? Vu la taille de Gaza, qui croit ça et qui croit que ça n'existe pas pour justement permettre ces éléments de langage? Parce que les gens auxquels on s'adresse, ils sont quand même à leur 6e guerre depuis 2005. Ils ont l'habitude, ils savent comment réagissent les médias à tel et tel bombardement, comment réagissent la population à Israël, comment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a immédiatement les Américains qui ont le plus grand porte-avions du monde, le Gerald Ford, qui est juste là. Il est là. Et ils disent tout de suite, si qui que ce soit intervient, on va vitrifier. Et on a les Libyens qui disent, et les Turcs, les Israéliens nous ont dit qu'ils nous enverraient une bombe atomique si on bougeait le petit doigt. Et les Iraniens qui l'ont déjà entendu plein de fois et qui sont régulièrement bombardés. La Syrie, dans les jours qui suivaient le 7 octobre, les aéroports étaient bombardés. Ça empêchait même, il y avait eu un jour où il y avait un ministre des Affaires étrangères iranien qui voulait aller à Damas. Il a dû faire demi-tour parce que l'aéroport de Damas était bombardé. Mais qu'est-ce qui permettait à Israël ou à quiconque de bombarder l'aéroport de Damas? Qu'est-ce qui faisait que quelques jours avant le 7 octobre, il y a eu tellement d'attentats sanglants dans toute la Syrie? Une promotion entière d'élèves d'une académie militaire qui a été tuée par des terroristes qui sont arrivés d'on ne sait où, à part qu'ils étaient dans la zone contrôlée et protégée par les Américains. Que même les Turcs disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre zone ?» Il y a de plus en plus d'attentats terroristes et de choses qui touchent également la Turquie et qui un jour ou l'autre toucheront les Américains. Parce que quand on enfante des psychopathes, des terroristes, à un moment ou un autre, ça nous retombe dessus. Et comme tu dis tout à l'heure, ce que est en train d'enfanter le gouvernement Netanyahou, c'est le pire qui puisse arriver à Israël. Le ressentiment violent. C'est ce que je disais depuis le 7 octobre, c'est le ressentiment violent. C'est-à-dire que les gens fassent une confusion entre Israël, entre le peuple, entre sionistes, entre juifs. Et nous, nos politiques en France, ils veulent créer cette confusion. Ils veulent créer cet amalgame. Ils veulent dire, ah non, mais si vous faites la différence entre Netanyahou et son gouvernement, entre les sionistes, colons, etc., et entre les juifs, c'est que vous êtes antisémite. Parce que le fait de faire la différence cache de l'antisémitisme. Mais personne ne pense comme ça. À part les gens qui veulent qu'Israël soit sans arrêt un État impuni et qui peut faire tout ce qu'elle veut. Il y a combien? Il y a sur 500 directives des Nations Unies, il y en a 200 qui concernent et qui condamnent Israël. La Cour pénale internationale de justice, qui est quand même, alors on peut critiquer, mais qui fait des mandats contre Poutine, mais qui refuse d'en faire contre Netanyahou, alors qu'il y a plein de pays qui lui demandent. Il y a plein de pays qui commencent à parler d'Israël comme un État terroriste. Il n'y a plus d'ambassade israélienne en Afrique du Sud, qui est quand même le pays de l'apartheid, et qui dit, nous, on a vécu l'apartheid, on sait ce que c'est. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est 10 fois pire. Et pourquoi c'est 10 fois pire? Parce que pendant l'apartheid, les Blancs, entre guillemets, ils avaient besoin des Noirs pour faire tourner les usines.
Donc il fallait leur donner à manger, il fallait leur donner un toit, il fallait leur donner de l'espoir, il fallait quand même accepter qu'ils circulent. Donc c'était un apartheid entre des gens qui maltraitaient d'autres, dont ils avaient quand même besoin. Mais là, en réalité, il y a des murs, il y a des... Israël n'arrête pas de dire, et on le voit, ils n'ont pas besoin des Palestiniens. Et c'est en ça que c'est, selon les Africains du Sud, pire. Moi, je peux pas dire, j'ai pas connu l'apartheid. Je l'ai vu dans les livres, je l'ai eu des très nombreuses conversations, parce que j'ai habité quasiment 3 ans à plein temps en Afrique du Sud. Donc j'ai beaucoup discuté avec des personnes qui ont souffert de l'apartheid noir, avec des gens qui s'appellent colored, qui sont décrits, parce qu'en Afrique du Sud, on a le droit de catégoriser les gens. Blanc, colored, noir, puisque c'est le moyen qui a été trouvé pour faire ce qu'on appelle de l'empowerment, des gens, donc de la discrimination positive, des gens qui ont souffert. Mais nous, chez nous, c'est pas permis. Donc on a du mal à comprendre ça, en fait. Comment on peut catégoriser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible. Mais juste pour revenir, 7 octobre, donc les Américains disent « ne faites pas ça ». Mais en fait, Vladimir Poutine, il a compris que ça aurait pu se passer exactement de la même manière. C'est-à-dire si l'Ukraine avait tapé en premier et était rentrée massivement au Donbass et en Crimée, et que les Américains et les Européens avaient dit à la Russie « surtout vous en mêlez pas, sinon vous déclenchez une guerre mondiale ». En fait, celui qui tape en premier, il a un ascendant s'il a plein d'alliés puissants. Parce que Poutine, il se serait retrouvé face à la responsabilité de cette escalade. Il faut bien comprendre, si Poutine n'avait pas attaqué en premier et que l'Ukraine avait attaqué en premier, eh ben, le Donbass, il y aurait eu un nettoyage ethnique, tout ce qui était en train de se passer depuis 2014. Il n'y a qu'à regarder comment ça se passait, ils étaient russophobes, plus la langue, plus l'interdiction. Enfin, c'était complètement délirant pour un pays frère. Et alors ce que font pas du tout les Russes, il n'y a pas de mauvais traitement, ils essaient de reconstruire et surtout ils veulent la paix. Mais la paix, elle a été empêchée constitutionnellement en Ukraine, dans lequel il n'y a plus de médias d'opposition, il n'y a plus de parlement d'opposition, il n'y a plus rien. Et donc, moi je dis, effectivement, l'antisémitisme, c'est abominable. Et franchement, il faut combattre totalement l'antisémitisme. Et là, c'est un terme instrumentalisé. Voilà, exactement. Le racisme, quel qu'il soit, c'est abominable. Les punitions collectives, c'est abominable. Les épurations. Les épurations, c'est abominable. Les victimes collatérales, civiles, quand c'est répété, c'est abominable. Le blocus d'un ghetto, c'est abominable. Tout ça, c'est abominable. Mais on ne peut pas ne pas débattre de tous ces sujets honnêtement. On ne peut pas être qualifié parce qu'on critique l'État d'Israël d'antisémitisme. Sinon, il n'y a plus de débat. C'est une offense à l'intelligence. Et ça crée la division du monde. Le monde n'a jamais été clivé autant qu'en ce moment. Vous voulez dire, quand on est clair avec soi-même, finalement, on peut oser dire des choses. Ah mais moi, je suis très clair avec soi-même. Et j'ai pas du tout peur. Parce que, vous savez, dans le média, alors ça me permet de revenir aux médias, j'ai un ami de l'époque de Sciences Po, qui est vraiment un ami proche, avec qui on débat de toutes ces questions-là. Et alors lui, il est juif jusqu'au plus profond de lui-même. J'en ai plein, j'ai même de la famille, j'ai des tas d'amis qui sont juifs ou de personnes qui vivent en Israël et dans les associés fondateurs de ma galerie d'art et dans les associés fondateurs de ma société. Franchement, on me le reproche suffisamment. Attali, Feinstein, etc. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la communauté juive. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, c'est comme ça. Vous avez des attaches en Israël? Mais peu importe, c'est pas très important. Mais cet ami-là, souvent il débat avec moi de ce que je dis, de la manière avec laquelle je présente. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Eh ben, pour éviter de tomber dans cette espèce de piège d'accusation qui vous décrédibilise, eh ben, tu vas pas être ma caution morale. Je ne veux pas de caution morale. Puisque je parle avec mon cœur, j'ai besoin de personne pour me dire si ce que je dis est bien ou pas. Pas besoin d'alibi. Non, aucun alibi, ça m'intéresse pas. Accusez-moi de ce que vous voulez.
ça ne me touchera pas. Mais ça ne peut pas me toucher. Mais vis-à-vis de personnes qui peuvent être surpris par le ton que j'adopte, etc., et qui ne changera pas, je voulais qu'il fasse un espèce de petit... il donne son point de vue. Et lui, pour vous donner une idée, son arrière-grand-père était le grand rabbin de Jérusalem. Il est vraiment d'une famille, d'une très très grande lignée, une famille qui s'est d'ailleurs opposée à Théodore Herzl. C'est vraiment une grande famille, et j'attends qu'il y ait sa première lettre pour que vous découvriez qui il est, son nom, etc. Alors ceux qui enquêtent, c'est assez facile, hein. Il suffit de prendre ma promo de Sciences Po, regarder les noms, etc. Ils vont trouver très très facilement. Son père d'ailleurs, à cet ami, était un ami très proche de Brzezinski. Et lui-même a été étudiant avec. Donc, vous voyez, voilà. Donc, tout ça m'intéresse, parce que je suis pour le débat, mais le débat dans le respect. Cet ami, jamais de sa vie, une seconde, il va m'appeler antisémite. Il sait que c'est impossible pour moi. Mais d'autres vont le faire, mais j'en ai rien à foutre. Continuez, essayez. Si vous, ça vous rassure d'essayer de tuer le débat comme ça, c'est ce qui va provoquer la perte de tous les gens qui avancent dans cette direction, de tous les gens qui divisent dans cette direction. Moi, j'ai plein d'amis qui sont issus des banlieues ou qui vivent encore et qui sont arabes. Parce qu'en fait, la différence, c'est que je respecte tout le monde. Chaque humain, pour moi, est intéressant. À l'intérieur de nous tous, il y a du bon et il y a du mal. Et à l'intérieur de moi, il y a du bon et il y a du mal. Je vous rassure. Parfois, comme tout le monde. Voilà, parfois j'enrage. Là, c'est anecdotique. Et vraiment, Stéphanie, je te remercie de m'aider, parce que parfois c'est tellement plus facile d'avoir un débat. Mais j'essaie évidemment de demander si les gens peuvent aider. Donc, j'ai créé une lettre d'information avec Substack, et dans cette lettre, outre la mise en avant de tweets qui sont plus importants, parce que c'est difficile de lire tous mes tweets, j'en produis beaucoup, de mettre en avant d'anciennes ou des nouvelles capsules pour que les gens facilitent leur travail. J'écris aussi 2 fois par semaine des articles longs, souvent à épisode, et là en ce moment j'écris sur Substack, et qu'on ne peut lire que sur Substack. J'écris une série qui concerne Elon Musk, et après il y aura d'autres articles, ça va dépendre de mon inspiration, et on peut les lire que sur Substack. Et il y a des gens qui ont décidé de payer un abonnement à Substack, tout en sachant que une grande partie de ce qu'il y a, ils peuvent le trouver gratuitement partout. Mais sur Substack, vous pouvez prendre un abonnement gratuit, et vous aurez la même chose, parce que je ne veux pas que l'argent soit un discriminant de l'accès à l'information. Mais je pense que des gens qui ont plus de moyens peuvent aider, peuvent donner s'ils considèrent que c'est quelque chose qui a de la valeur pour eux et qui sont ravis d'aider. Donc j'ai fait ça. C'est à la carte. Mais le fait de donner ne donne rien de plus que si on donne pas. Évidemment, je vais dire un merci plus grand, mais vous n'avez pas accès à des informations avant, plus vite. Je refuse de faire ça. Parce que pour moi, c'est l'inverse de ce en quoi je crois. Moi, je crois en l'altruisme, en la générosité, en l'humanité. Et à chaque fois qu'on commence à segmenter, à cliver, à faire ça, on fait le jeu inverse de ce qu'on est censé défendre et se battre pour. Donc, je refuse. Je fais appel à l'humanité, à l'honnêteté intellectuelle des gens, et je continuerai. Donc tout le monde me dit, mais t'es idiot, regarde tous les gens qui font des Substack, il y a quelques lignes gratuites, après il faut payer, il y a ceci. Je dis non, pas du tout. Je ferai pas ça. Et même si c'est difficile de recevoir de l'argent, je le ferai pas. Je trouverai d'autres solutions. Je chercherai en moi et dans mon environnement des solutions, mais je vais pas changer cette règle. Mais j'ai fait un GoFundMe, Litchi, machin, et rien ne fonctionne très bien. D'ailleurs, vous avez des mécènes potentiels. Oui, mais j'y travaille, puisque c'est ça l'option des gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, et beaucoup de mécènes qui sont juifs d'ailleurs, et qui trouvent génial que quelqu'un comme moi ose parler comme ça. Librement. Bien sûr. D'ailleurs, vous disiez votre intérêt pour les différentes cultures, les différences culturelles. Est-ce qu'on peut dire que quand vous dites « je suis patriote », ça veut dire que vous vous battez pour un monde multipolaire avant tout ? Mais je me bats pour un monde dans lequel la liberté de penser et la liberté de parole existent. Par définition, un monde hégémonique ne permet pas ça. Un monde multipolaire, il donne des options. Mais un monde humain
en fait, la question ne se pose plus. C'est-à-dire un monde dans lequel chaque personne a le droit de penser et de s'exprimer librement. C'est pour ça que je suis tellement, entre guillemets, fasciné par le travail qu'est en train de faire Elon Musk avec X, avec les community notes et les différents projets qu'il est en train de mettre en place. Donc lisez mes articles sur Substack, comme ça vous aurez, et c'est gratuit encore une fois, vous aurez ma pensée sur le sujet. C'est très important. Mais moi je pense que small is beautiful. Et donc, la Catalogne, c'est très intéressant. La Corse, c'est très intéressant. La Bretagne, c'est très intéressant. L'Alsace, c'est très intéressant. La Savoie, indépendante. Exactement. Mais tout ça, c'est fascinant et c'est intéressant. C'est une richesse. Exactement. Et ça ne veut pas dire que ponctuellement, sur tel ou tel sujet, on ne peut pas être associé. Les Chinois et les Russes, ils sont pas en train de jeter à la fenêtre les BRICS parce que les Indiens ont une position diamétralement opposée sur ce qui se passe au Proche-Orient. Ils ont envie de construire quelque chose. Ils acceptent que dans cette construction, il y ait des clivages, qu'il y ait des débats. Moi, j'ai aucun problème pour parler avec quelqu'un qui s'oppose complètement à moi. Justement, d'ailleurs, ma dernière question, ce serait, parce que je pense que ça intéresserait beaucoup d'auditeurs et de spectateurs, est-ce que vous accepteriez d'inviter sur votre chaîne, dans vos médias, des experts Bien sûr. De la dissidence? Mais moi, Idriss Aberkane, Jean-Dominique Michel ou d'autres. Moi, j'adorais, mais Caroline Galacteros, etc. Caroline est une bonne copine, donc on sera amené à faire des choses ensemble. Mais vous savez, quelqu'un comme moi, et je dis pas ça pour passer pour Calimero et tout, je pense que vous avez compris que je suis vraiment au-delà de ça. On vous colle des étiquettes vite. Donc, toutes ces personnes que vous avez citées, il y avait des projets d'essayer de faire des choses ensemble et ça n'a jamais été fait parce que il y a des étiquettes qui ont été posées sur ou contre moi et qui voilà. Donc j'apprends. Demain peut-être que ça va changer. Si ça change, je serai ravi. La porte est ouverte. Mais ce que je veux pas, c'est l'idée de trafic d'influence. Et j'utilise le mot, ça m'intéresse pas. Nous, ensemble, Stéphanie, on se connaît depuis longtemps, on a aucun intérêt commun à part le fait d'échanger. D'échanger. Et moi, je suis vraiment impressionné par toute la générosité avec laquelle tu le fais, puisque tu mets en ligne des dizaines d'émissions et tu continues, que ce soit des grands succès ou pas des grands succès, c'est inégal. Parce que tu donnes la parole. Et résultat, petit à petit, tu as même des gens comme Najadi ou autres qui sont des personnes très sollicitées pour plein de raisons en ce moment, qui viennent parler chez toi, en partenariat éventuellement avec d'autres médias. Avec Profession Gendarme, que je cite ici et que je salue, que je remercie bien, qui a aidé au lancement de ma chaîne. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais je pense que la résistance, c'est un sport collectif. Mais tu vois, ça va être compliqué de faire tous... Profession Gendarme, qui ont pas mal de succès, etc. Ils sont attaqués, ils sont étiquetés, et ta force, ton intégrité, c'est que tu t'en fiches en fait. Toi, tu as une expérience d'eux qui fait que c'est ça. Mais tu as cette expérience pas parce qu'ils te donnent des coups de pouce, tu as cette expérience parce que tu les connais, tu sais les causes qu'ils défendent, et tu comprends que malheureusement, parfois, on casse des œufs quand on fait une omelette. Et donc, on peut faire de la peine. Moi, j'aime cette phrase de mon média, c'est que la vérité, c'est une flèche acérée, trempée dans le miel. Oui, la vérité, ça peut blesser, ça peut faire du mal, ça peut choquer, et parfois même, on peut être très maladroit en manipulant, parce que on est humain. Moi, je suis humain. Parfois, aujourd'hui, tu me regardais en disant, attention, peut-être, on peut faire une faute de langage, on peut aller trop vite, on peut être dans l'émotion, parce que c'est très émotionnel qui se passe en ce moment. Et donc, on pourrait reprocher à quelqu'un, subitement, d'avoir été dans l'émotion et lui dire, oh là là, ce que tu dis, ça pouvait sous-entendre ceci ou cela. Vous imaginez, on est comme dans les films de science-fiction. C'est-à-dire, essayer de faire dire ou faire supposer que telle allusion aurait pu avoir... Mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que les personnes n'ont plus le droit au dialogue. Moi, je vois certains débats aux États-Unis ou autres, où, à moins d'être un génie du débat, c'est quasiment impossible de résister à quelqu'un qui te pose 1000 fois la même question
et le 7 octobre, et mais qu'est-ce que vous avez à en dire, et ceci, et le mot terrorisme, et dès que la personne essaie de construire un débat, c'est non, non, il faut... Mais à la fin, vous avez envie de péter les plombs. Vous avez envie de dire, mais je m'en vais, Elle est tirée vers l'émotionnel, donc... Tirer vers l'émotionnel, et surtout, empêcher de faire appel à l'intelligence. Parce que pour faire appel à l'intelligence, il faut pas dire 3 mots, il faut dire un long texte. Pourquoi la scolarité ou la médecine, ça dure 10 ans? Pourquoi est-ce qu'on fait de si longues études de médecine? C'est parce qu'en fait, il faut du temps. Moi, je me rappelle quand j'étais consultant, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais l'impression très vite d'être très bon, entre guillemets. Et j'avais les gens qui me parrainaient, qui me disaient, non, non, mais il y a 2 choses en fait. Il y a ton niveau technique, ton savoir-faire technique, et effectivement, tu l'acquiers très vite, mais il y a ton expérience. Et même si l'expérience, tu l'acquiers vite parce que tu fais beaucoup de missions, tu t'arrêtes pas, etc., seul le temps fait naître cette expérience. Et on oublie ça. On oublie... L'expérience, ça ne se transmet pas. Exactement. Et ça se vit. Et donc, parfois, on prend plein de claques, parce qu'on parle avec passion, on s'engage avec passion, parce que dès qu'on laisse parler son cœur, il y a évidemment de la passion. Mais les émotions, c'est beaucoup plus bas, c'est l'estomac, entre guillemets. Et donc, comment réussir à parler avec passion, mais sans émotion grégaire, hein, tout ce qui est sous la ceinture et sous les... Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'en fait, il faut reconnecter la tête, le cœur, l'estomac et une forme de virilité ou féminité. Parce que je voudrais quand même rappeler que l'homme et la femme, ils sont pas égaux, ils sont complémentaires. On est complémentaires. Le monde nous a créés pour que chacun apporte à l'autre quelque chose dont il a besoin, un besoin vital. Égaux, mais différents. Non, on est plus qu'égaux. On est les moitiés de l'autre. On est vital pour l'autre. C'est-à-dire que l'humanité, bah oui, mais l'humanité, elle peut pas exister sans les femmes et sans les hommes. Et sans la différence. Et on voudrait, et sans la différence, bien sûr, parce que sinon, on serait des machines. Et personne ne veut devenir une machine. Des clones. Mais on voit bien qu'on arrive sur le débat LGBT+, transhumanisme, etc. Mais c'est ça qui est passionnant dans un débat et dans un média. Donc, merci beaucoup. Un grand merci à vous et à bientôt, Bertrand Scholler. Ouais, merci Stéphanie.